Le 8 mai 1945, l'Europe célébrait enfin la fin d'un long et sanglant conflit. Les cloches sonnaient, les rues se remplissaient de foules soulagées et épuisées, convaincues qu'un cauchemar venait de s'achever. Pourtant, cette paix tant attendue n'embrassait pas encore toutes les contrées du monde. Bien plus loin, à l'autre extrémité du globe, la guerre se poursuivait encore. Dans l'immensité du Pacifique, le Japon résistait avec une ténacité que rien ne semblait entamer, malgré une lente mais implacable avancée des forces alliées qui reconquéraient les îles une à une. Les États-Unis savaient déjà, à travers les terribles leçons des campagnes précédentes, qu'une attaque directe du territoire japonais serait une épreuve inhumaine. L'expérience d'Iwo Jima et d'Okinawa, où chaque mètre de terrain se payait de torrents de sang, laissait présager qu'une éventuelle invasion des îles principales risquerait de prolonger le conflit au-delà de 1946. On savait que l'ennemi, acculé, ne se rendrait pas sans livrer son ultime combat. Avant même d'imaginer utiliser leur nouvelle arme secrète, l'arme atomique, les stratèges américains songèrent à appliquer une méthode plus classique de guerre d'usure. Un pilonnage continu des côtes du Japon, combiné à l'étranglement économique par blocus. L'idée était claire, briser l'industrie, réduire en cendres les centres vitaux de la production, puis user le moral de la population afin de forcer une reddition sans avoir à risquer une hécatombe supplémentaire dans un débarquement frontal. Dès la fin juillet et tout au long du mois d'août 1945, les grandes flottes alliées harcelèrent les ports japonais de manière quasi quotidienne. Ces bombardements, destinés au départ à préparer le terrain pour une invasion, allaient dépasser les attentes les plus optimistes. Leur efficacité allait surprendre jusque dans les rapports des Américains eux-mêmes, qui ne s'attendaient pas à provoquer un tel effondrement des infrastructures japonaises. La campagne du Pacifique s'était révélée être un véritable gouffre humain et matériel pour Washington. Chaque atoll, chaque îlot perdu au milieu de l'océan se transformait en forteresse que les forces japonaises défendaient jusqu'au dernier souffle. Mais à mesure que l'année 1944 touchait à sa fin, l'expansion japonaise n'était plus qu'un mauvais souvenir. Les Alliés avaient repris l'initiative et encerclaient déjà l'archipel. En novembre, la prise des îles Mariannes constitua un tournant stratégique. D'immenses bases aériennes y furent aménagées pour recevoir les bombardiers lourds capables d'atteindre Tokyo et les autres centres urbains du Japon continental. Simultanément, la marine impériale japonaise, jadis fière et redoutée, subissait ses dernières défaites retentissantes. Leyte, les eaux des Philippines, autant de noms qui marquaient l'anéantissement des dernières escadres de l'Empire. Pour les prisonniers de guerre et les populations opprimées d'Asie du Sud-Est, cela sonnait comme un souffle d'espoir, même si la souffrance restait omniprésente. Le début de 1945 marqua une nouvelle escalade. Les Marines se lancèrent à l'assaut d'Iwo Jima, petite île mais pivot stratégique, située entre les Mariannes et le Japon. Elle offrait un point d'appui indispensable pour les bombardiers. Le coût de cette conquête fut cependant vertigineux, chaque colline et chaque tunnel étant défendus par des soldats qui avaient juré de mourir plutôt que de céder. Peu de temps après, l'étape suivante s'appelait Okinawa. Véritable porte d'entrée vers les îles principales, ce territoire concentrait les efforts américains dans une lutte titanesque. Pour l'ébranler, les Alliés mobilisèrent des moyens colossaux. 1300 navires, incluant même une contribution notable de la flotte britannique. Des dizaines de milliers d'avions effectuèrent quelques 3000 sorties de bombardement, appuyés par l'artillerie lourde de 10 cuirassés et 9 croiseurs. Pas moins de 13 000 obus labourèrent le sol avant que 4 divisions ne posent pied sur l'île le 1er avril 1945. Ce qui suivit fut une bataille d'attrition d'une intensité rarement vue jusque-là. Les défenseurs japonais, enterrés dans un réseau souterrain sophistiqué, opposèrent une résistance acharnée, multipliant les contre-offensives. Pendant 3 mois entiers, les Marines durent se frayer un chemin dans un enfer de flammes, de boue et de mort. Finalement, la supériorité matérielle américaine fit basculer la balance. Okinawa tomba, mais au prix de 8000 vies américaines et de dizaines de milliers de morts japonais, soldats comme civils. Cette campagne, par son ampleur et ses pertes, constitua une leçon amère. Si une simple île avait coûté tant de sang, qu'en serait-il d'un débarquement sur Honshu ou Kyushu, au cœur même du Japon? Parmi les officiers alliés, nombreux furent ceux qui commencèrent à douter de la faisabilité d'un tel défi. L'ombre de sacrifices autrement plus terribles planait désormais sur les discussions stratégiques.
Après le choc d'Okinawa, l'état-major américain se retrouva face à un dilemme redoutable. La victoire était à portée de main, mais elle semblait encore coûter un prix exorbitant. Il fallait décider comment achever l'empire du soleil levant, par un débarquement massif ou par une stratégie d'usure. D'un côté, les amiraux de l'US Navy prônèrent la patience. Leur plan reposait sur un blocus étouffant et des bombardements côtiers systématiques. Selon eux, si l'on coupait les routes maritimes, si l'on affamait l'industrie japonaise privée de ressources, si l'on détruisait méthodiquement ports et infrastructures, le Japon finirait par s'écrouler de lui-même, à bout de force. Cette stratégie, pensait-il, permettrait d'éviter l'hécatombe d'une invasion. De l'autre côté, le général Douglas MacArthur, auréolé d'un prestige immense dans le Pacifique, plaidait pour une action décisive et rapide. Une attaque directe contre Kyushu, au sud, avant de progresser vers Honshu, le cœur battant de l'archipel. Pour lui, le Japon n'abandonnerait jamais tant que ses soldats garderaient un territoire à défendre. Seule une présence physique des Alliés sur les rivages japonais briserait leur résistance. L'amiral Nimitz, commandant suprême de la flotte du Pacifique, finit par se ranger du côté de l'armée de terre. À leurs yeux, différer l'assaut revenait à prolonger les souffrances, à laisser mourir soldats et prisonniers dans les camps, et à user davantage l'opinion publique américaine, déjà épuisée par 4 années de guerre dans le Pacifique. De ces divergences sortit un plan gigantesque connu sous le nom d'Opération Downfall. Il devait se dérouler en 2 étapes successives, chacune d'une ampleur sans précédent. La première phase, baptisée Opération Olympique, prévoyait l'assaut sur Kyushu en novembre 1945. Ce débarquement devait ouvrir une percée au sud, permettant d'établir de solides bases pour la suite. La seconde, Opération Coronet, programmée pour mars 1946, visait ni plus ni moins que la conquête de la plaine du Kanto, là où s'élevait Tokyo et où battèrent les poumons économiques et politiques du Japon. Les chiffres laissaient pantois. Les Américains prévoyaient de mobiliser pour Kyushu à elle seule 767 000 hommes. Face à eux, les généraux japonais préparaient une défense désespérée, connue sous le nom de plan Ketsugo, littéralement l'opération décisive. Près de 3 millions de soldats japonais, auxquels s'ajoutaient des civils enrôlés de force, se tenaient prêts à sacrifier leur vie pour infliger à l'envahisseur des pertes massives et, espérait-il, semer le doute au sein des démocraties occidentales. Le souvenir d'Okinawa pesait lourd. Le taux de perte y avait atteint 35%. Transposé à une invasion de plusieurs millions d'hommes, cela signifiait des centaines de milliers de morts supplémentaires. Les militaires américains savaient que leurs propres forces seraient mises à une épreuve d'endurance sans précédent. En parallèle de ces plans d'invasion, l'aviation et la marine alliée durcissaient encore la pression. Depuis les bases des Mariannes, les bombardiers lourds B-29 martelaient sans relâche les grandes cités japonaises et leurs usines. De nombreux quartiers furent réduits à des champs de ruines fumantes. Les sous-marins, eux, coupaient les routes maritimes restantes, isolant un peu plus chaque semaine l'archipel du reste du monde. La marine impériale japonaise, jadis si fière, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Privée de carburant, disloquée par les pertes, elle n'osait plus sortir de port. Quant à l'aviation, elle conservait précieusement ses derniers appareils, réservés pour ce qui devait être, croyait-on encore, l'ultime bataille contre une armada américaine débarquant sur les plages. Devant cette situation, l'état-major allié envisagea d'ajouter une nouvelle arme à son arsenal. Les bombardements navals depuis des cuirassés postés aux abords immédiats du Japon. L'idée était d'ébranler encore davantage l'industrie en détruisant fonderies, ports et dépôts, mais aussi de frapper l'imaginaire en faisant résonner une vérité que le peuple japonais ignorait encore. La puissance navale ennemie était arrivée jusqu'au rivage de l'archipel. Le 1er juillet 1945, la 3e flotte américaine, placée sous le commandement de l'amiral William Halsey, appareilla de la baie de Leyte aux Philippines. Ce départ n'était pas une simple démonstration de force, c'était l'annonce que la guerre approchait physiquement les plages japonaises. Pour préparer cette offensive, les sous-marins américains furent envoyés sonder les eaux japonaises afin de repérer les champs de mines. Dans le même temps, les aviateurs des B-29 et B-24 effectuaient de vastes missions de reconnaissance photographique. Chaque piste d'aviation, chaque usine, chaque dépôt de carburant était identifié en vue d'une destruction méthodique. Puis vint l'ordre. Le 10 juillet, les avions de la Task Force 38, dirigés par le vice-amiral John McCain, s'élancèrent et frappèrent les environs de Tokyo.
Quelques jours plus tard, la flotte américaine mettait le cap au nord, vers Hokkaido et le nord de Honshu. Ces territoires, épargnés jusque-là car hors de portée des bombardiers terrestres, allaient découvrir pour la première fois, depuis des générations, le rugissement d'une flotte ennemie venue frapper leurs côtes. Les Américains allaient briser un tabou. Les côtes japonaises, que l'on croyait inviolables, allaient être martelées par l'artillerie lourde d'une marine ennemie. Un siècle s'était écoulé depuis la dernière fois que le Japon avait vu une flotte étrangère tirer sur son sol. L'heure était venue pour le pays de découvrir qu'aucune barrière n'était plus infranchissable. Lorsque la flotte américaine s'approcha enfin des côtes du Japon en ce mois de juillet 1945, l'attente et la tension étaient à leur comble. L'opinion publique américaine voyait dans cette campagne côtière une forme de revanche, et les marins eux-mêmes portaient dans leur mémoire la plaie encore vive de Pearl Harbor. C'est dans ce contexte qu'une série d'attaques inédites allait frapper le Japon en plein cœur. Le 14 juillet, une unité spéciale de bombardement, le Task Unit 34.8.1, commandée par le contre-amiral John F. Shafroth Jr., reçut l'ordre d'attaquer la cité de Kamaishi, dans le nord de Honshu. L'objectif était clair, détruire les immenses installations sidérurgiques de la Japan Iron and Steel Corporation, l'un des piliers de l'économie de guerre japonaise. Au matin, le cuirassé USS South Dakota hissa un signal sans équivoque « N'oubliez jamais Pearl Harbor ». Pour les marins comme pour les officiers, cette phrase résumait parfaitement la portée symbolique de l'opération. Désormais, ce n'était plus seulement une affaire de stratégie, mais bien un message adressé à l'ennemi. Le temps des représailles était venu. À 11 heures précises, les salves commencèrent à gronder. En quelques heures, près de 2400 obus de calibres divers, 410 mm, 200 mm, 130 mm, s'abattirent sur l'usine et ses environs. Les impacts firent s'écrouler les murs et soufflèrent les toitures. Mais le pire était ailleurs. Les ondes de choc embrasèrent tout le quartier industriel, et rapidement, d'immenses colonnes de fumée noire s'élevèrent vers le ciel, masquant le soleil. Et pourtant, silence. Pas une riposte significative des batteries côtières, pas d'assaut aérien, pas même l'ombre d'une contre-offensive. Le sol sacré du Japon venait d'être martelé par une flotte étrangère, et la défense, censée incarner le dernier rempart, n'avait guère opposé plus qu'un écho mourant. Un journaliste de Time Magazine décrivit plus tard la scène avec des mots qui frappèrent les esprits en Occident. Pendant 2 heures, les canons rugirent, et leurs éclats de feu balayèrent la fonderie. La riposte japonaise ne fut qu'un souffle à peine perceptible. Le sol sacré du Japon, d'où l'on croyait qu'un vent divin disperserait tout agresseur, venait d'être profané. La nuit même, une autre unité de la flotte, le Task Unit 34.8.2, se dirigea vers Muroran, sur la côte sud-est de Hokkaido. Là aussi, l'objectif était hautement stratégique, les usines de la Japan Steel Company et les installations sidérurgiques de Wanishi. Dans l'obscurité, les canons entamèrent un concert de feu. Les habitants de la ville, surpris en pleine nuit, assistèrent impuissants à des explosions qui transformèrent en ruine ce qui, quelques heures plus tôt, était un poumon industriel. Au matin du 15 juillet, 3 cuirassés alliés reprirent le pilonnage, réduisant encore davantage les bâtiments à l'état de cendres. Ce fut un véritable coup de massue. Les structures métallurgiques, déjà fragilisées par les bombardements aériens, étaient désormais réduites à des amas de fer tordus. Quant aux quartiers résidentiels, eux aussi souffrirent durement des flammes qui ne distinguaient pas entre usines et habitations. Cette série d'attaques marqua un tournant psychologique immense. Les marins japonais, cloués dans leur port par le manque de carburant, assistèrent sans pouvoir intervenir. Les aviateurs nippons, eux, restaient immobiles dans leur hangar. Le haut commandement avait décidé de ne pas gaspiller ses ultimes ressources dans une bataille perdue d'avance. L'ordre était clair, il fallait attendre l'invasion terrestre et conserver toutes les forces pour ce baroud d'honneur. Pourtant, l'impact sur la population et sur le moral des soldats fut considérable. Voir des cuirassés étrangers tirer impunément sur le territoire nippon constituait une humiliation insupportable pour un pays qui s'était longtemps cru imprenable. Même les officiers américains s'étonnaient que leurs navires, immobilisés durant des heures à portée théorique de l'aviation ennemie, n'aient subi aucune véritable riposte. L'amiral Halsey lui-même confia que ces 6 heures d'attente, sous la menace permanente d'un assaut aérien, restaient pour lui parmi les plus longues de sa vie.
Les semaines suivantes virent la répétition de ce scénario apocalyptique le long des côtes japonaises. Les bombardements navals se multiplièrent, méthodiquement, et frappèrent durement les derniers bâtiments de guerre encore à flot, les mitrailleurs américains revendiquant la destruction de nombreux avions cloués au sol. À mesure que juillet avançait, il devenait clair que le Japon se vidait de ses forces combattantes. Les villes étaient étouffées sous les bombardements aériens, les ports paralysés par les sous-marins, et désormais même les cités côtières jadis épargnées subissaient le feu brutal des cuirassés. Pour les Alliés, ces attaques n'étaient pas qu'une opération tactique. Elles formaient un message stratégique destiné à préparer les esprits à ce qui devait suivre. Derrière les rideaux de flammes et de fumée, une vérité se dessinait. Le Japon ne survivrait plus longtemps, sauf à accepter une capitulation rapide. Alors que juillet 1945 touchait à sa fin, la flotte alliée redoubla d'efforts. Les bombardements côtiers s'étendaient désormais de Kamaishi à Muroran, puis vers d'autres cités industrielles dont les toits et les rails de sidérurgie se tordaient sous le feu. Chaque attaque rappelait aux Japonais que leur territoire, qu'ils croyaient inviolable, était devenu vulnérable. Les navires ennemis stationnaient presque en toute impunité devant leurs côtes, pilonnant les aciéries et plongeant les populations dans une angoisse croissante. Mais malgré cette spirale destructrice, le haut commandement nippon n'envisageait pas encore la reddition. L'empereur lui-même gardait le silence, tandis que les dirigeants militaires espéraient toujours infliger des pertes si élevées à l'ennemi que ce dernier finirait par hésiter à envahir Honshu. C'était le pari désespéré de l'opération Ketsugo. Le 26 juillet 1945, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine firent connaître leur position par la proclamation de Potsdam. Ce texte, diffusé au monde entier et adressé directement au gouvernement nippon, prescrivait sans détour, le Japon devait se rendre sans condition. Faute de quoi, il subirait, disaient les signataires, la destruction totale de sa patrie. Au Japon, cet ultimatum fut accueilli dans l'ambiguïté. Officiellement, le gouvernement refusa de s'y plier, ou plutôt fit mine d'ignorer l'exigence. Ce silence volontaire, interprété comme un rejet, scella le sort de l'Empire. Le président Truman et son entourage estimèrent que le temps était venu de déployer l'arme que l'on gardait secrète depuis des années, la bombe atomique. Ils croyaient, à juste titre ou non, qu'un choc de cette magnitude pourrait briser la détermination japonaise sans qu'il soit nécessaire de risquer des centaines de milliers de vies américaines lors d'une invasion. Le 6 août 1945, Hiroshima fut frappée. En quelques instants, la ville fut anéantie. Des dizaines de milliers de vies disparurent, réduites à néant par une puissance inconnue jusque-là. Mais contre toute attente, malgré l'ampleur du désastre, le gouvernement nippon ne prononça toujours pas de capitulation. 3 jours plus tard, le 9 août, Nagasaki connut le même sort. Au même moment, un autre coup fatal tombait. L'Union soviétique, jusqu'alors neutre dans le conflit contre Tokyo, envahissait la Mandchourie, écrasant les armées japonaises stationnées sur ce front secondaire mais vital. Ce même jour du 9 août, tandis que les bombes atomiques faisaient trembler la planète, la flotte navale poursuivit son travail de démolition. Dans le nord de Honshu, des attaques massives visèrent les concentrations d'avions japonais, détruisant plus de 700 appareils. Même Kamaishi, déjà martyrisé, subit un second pilonnage. Cette fois-ci, les Japonais tentèrent une riposte timide, mais leurs tirs furent aussi inefficaces que sporadiques. Pour les marins alliés, c'était une étrange impression. Bombarder une nation déjà vacillante, pressentant que la fin se comptait désormais en jours. Certains témoignages rapportent que cette atmosphère était irréelle, faite d'un mélange de triomphe, de lassitude et d'appréhension devant l'inconnu que représentait l'après-guerre. Le 10 août, l'empereur Hirohito prit pour la première fois l'initiative de s'exprimer en faveur d'un arrêt des combats. En secret, il fit savoir que le Japon était prêt à accepter la proclamation de Potsdam, à une condition pourtant que la souveraineté impériale soit préservée. Les tractations et hésitations se poursuivirent quelques jours encore, mais il était évident que le pays ne pouvait plus soutenir ce fardeau. Le 14 août 1945, la décision fut rendue officielle. L'empereur annonça que le Japon acceptait, sans condition, la capitulation. Quelques jours plus tard, le 2 septembre, cet engagement fut formellement signé à bord du cuirassé américain USS Missouri, dans la baie de Tokyo. La Seconde Guerre mondiale, dans son ensemble, prenait fin. Ironie cruelle du destin, la flotte alliée continua à frapper jusqu'à la veille de la reddition.
De nouvelles salves écrasèrent Kamaishi, bien que la ville eût déjà été quasiment rayée de la carte. Puis, enfin, les ordres furent suspendus. Le Pacifique, théâtre d'horreur et d'opiniâtres combats pendant 4 longues années, retrouvait un silence lourd. La guerre s'achevait, mais les cicatrices laissées sur Hiroshima, Nagasaki, Okinawa ou encore Iwo Jima allaient marquer la mémoire collective pour des générations entières. Dans les souvenirs des marins américains comme dans ceux des civils japonais, une même conclusion émergeait. Le sol sacré du Japon avait bel et bien été violé, l'illusion d'invincibilité brisée. Désormais, une ère nouvelle s'ouvrait, celle d'un monde où les canons et les flammes cédèrent la place à la reconstruction, mais où l'ombre de l'arme atomique allait hanter le temps à venir.